Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer. Merci pour votre patience. Alors, vous êtes bel et bien dans le webinaire accélérateur RH, diversité et inclusion. Pourquoi parler de la diversité et inclusion en ressources humaines? Comment mettons en place une stratégie de diversité et inclusion? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, je m'appelle Tatiana Romanova, je suis consultante stratégique en diversité et inclusion. Vous avez toujours pas de son? Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? OK, parfait. Donc, je vais recommencer. Je m'appelle Tatiana Romanova, je suis consultante stratégique en diversité et inclusion pour l'équipe de consultation Randstad Canada. Je suis également membre de 3 groupes ressources d'employés et de notre comité diversité et inclusion. Je travaille également comme assistante d'enseignement pour le cours de gestion de diversité pour HEC Montréal. En dehors du travail, j'ai étudié et ou travaillé dans 5 pays et je m'identifie comme une éternelle apprenante. J'ai un DSS en gestion des ressources humaines et une maîtrise en communication où je me suis spécialisée en l'intégration des immigrants au Québec. Et au cours des 7 dernières années, je me suis activement impliquée dans tout ce qui est les questions de diversité. Donc, je me suis impliquée comme formatrice, coach, mentor pour les universités, organisations et ONG, par exemple Ensemble universitaire mondial du Canada. Je dirais ma plus grande passion dans mon domaine, c'est vraiment tout ce qui touche à offre d'emploi à une diversité de communautés. Donc, cette connexion entre les employeurs et les chercheurs d'emploi diversifiés. Et j'ai le plaisir justement de vous en parler aujourd'hui. Les 3 grands sujets qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est l'intelligence du marché. Excusez-moi, je vais juste voir les questions dans le chat. Super, donc ça marche assez bien pour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend? OK, super. C'est la question de 2020-2021. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Super. OK, donc l'agenda pour aujourd'hui, 3 grands sujets que je vais aborder avec vous. Premièrement, on va répondre à la question pourquoi on parle de la diversité et inclusion dans le domaine des ressources humaines. Je vais vous présenter quelques données dans ce domaine-là. Ensuite, je vais vous parler des piliers stratégiques de la diversité et inclusion, tant à l'interne qu'à l'externe. Donc, comment on met en place une stratégie de diversité et inclusion. Et finalement, plus concrètement, je vais vous présenter l'étude de cas de Randstad, comment on a mis en place une stratégie de diversité et inclusion dans une de nos équipes Solutions TI. Alors, j'aime beaucoup plus interagir avec les gens et aujourd'hui, c'est surtout moi qui parle. Alors, n'hésitez surtout pas de me laisser vos commentaires dans le chat et on a aussi une fonction questions-réponses. Donc, si pendant que je parle, vous avez des questions, envoyez-moi dans la fonction questions-réponses. Je vais y répondre à la fin. J'ai quand même laissé beaucoup de temps pour ça. Si jamais je ne vois pas votre réponse ou je le vois trop tard, n'hésitez pas non plus. Je vais vous envoyer un courriel personnel après. Et surtout, n'hésitez pas de m'ajouter sur LinkedIn aussi si vous avez des questions par la suite. Alors, j'aimerais commencer aujourd'hui par une reconnaissance du territoire. Probablement, la plupart d'entre vous savent c'est quoi, mais je vais quand même faire une petite mise en contexte. La reconnaissance du territoire, c'est une déclaration qui reconnaît les territoires traditionnels autochtones. Pourquoi on fait cette reconnaissance? C'est quelque chose qui est inspiré des 94 appels à l'action de la Comité de la vérité et réconciliation. Oui, c'est une très petite étape, mais c'est une étape qui est quand même très importante et nécessaire pour honorer les peuples autochtones. Alors, j'aimerais reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel ancestral et non cédé des peuples Kanien'kehá:ka, également connus comme Boucherville. Je reconnais que l'on travaille et vit tous à des endroits différents et que par conséquent, vous aussi travaillez sur un autre territoire traditionnel autochtone.
On n'a pas toujours cette occasion de réfléchir à ça dans notre vie de tous les jours. Alors, je vous invite à prendre un petit moment pour réfléchir à qu'est-ce que ça signifie pour vous, une reconnaissance du territoire. Alors que nous nous engageons à poursuivre nos efforts de réconciliation, nous devons nous rappeler que la reconnaissance des terres n'est pas un geste symbolique. Reconnaître cette terre, c'est reconnaître la connexion des peuples autochtones avec leur identité, tradition, langue, mode de vie et famille à travers la terre-mère. C'est reconnaître notre volonté de réparer les erreurs du passé qui voulaient rompre ce lien sacré. Et c'est aussi reconnaître que la vérité est au premier plan de notre événement aujourd'hui. Alors, merci pour votre attention. J'espère qu'on est tous et toutes bien ancrés dans le moment présent maintenant. Et comme j'ai promis, je vais commencer par parler de l'intelligence du marché. Donc, je ne vais pas vous surprendre quand je vais dire que la diversité et l'inclusion est devenue un des sujets les plus populaires actuellement. Vous le voyez très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà implanté les déclarations diversité, équité, inclusion pour attirer les talents, c'est super, mais dans beaucoup de cas, ça arrête là. Donc, ça veut dire que diversité, équité, inclusion reste dans beaucoup de cas tout simplement une conversation ou une déclaration pour attirer les talents, mais ne débouche pas vraiment sur une action réelle. Alors, ce que j'aimerais, à quoi j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'agir maintenant? En fait, pourquoi est-ce que c'est urgent d'agir? Et je vais vous montrer quelques statistiques sur la population canadienne et je vous invite aussi de mettre dans le chat vos impressions quand vous allez voir ces statistiques-là. Donc, 23% de la population canadienne est née à l'étranger. C'est la proportion qui est la plus élevée dans les pays G8. 75% de la croissance démographique au Canada est due à l'immigration, 70% à la catégorie économique. Et malgré ces statistiques-là, le pays d'éducation reste le plus grand déterminant des salaires au Canada. Donc, réfléchissons à ça, mais ce n'est pas le seul déterminant, malheureusement. Si on prend le cas des personnes racisées, les personnes racisées gagnent toujours 80 cents pour chaque dollar gagné par les personnes blanches au Québec et au Canada. Une autre statistique intéressante, 39% des personnes en situation de handicap sans emploi avaient le potentiel pour travailler. Donc, déjà ici, je peux prendre une petite pause et je pense qu'on peut se permettre à poser une petite question. Quelles barrières on se met en place en tant qu'entreprise qui contribuent à créer une pénurie de main-d'œuvre? Et même si je peux reformuler cette question, est-ce qu'il y a réellement une pénurie de main-d'œuvre ou est-ce qu'on est en train de créer une pénurie de main-d'œuvre par nos pratiques dans l'entreprise? Donc, si je prends le cas des femmes, les études ont montré que les femmes ont tendance à postuler à 20% moins d'affichage d'emploi que les hommes et elles ont aussi tendance à postuler aux emplois auxquels elles satisfont à 100% des exigences. Donc, notre conclusion en voyant ces statistiques, c'était aussi de revoir nos affichages de poste. Est-ce que dans vos affichages, vous avez j'exagère, mais 50 compétences requises. Donc, peut-être c'est mieux de mettre un peu moins de compétences requises et comme ça, vous allez attirer un plus grand bassin de candidats qualifiés. Et une autre statistique avec laquelle j'aimerais finir, donc les femmes occupent moins de 1/5 de poste de direction en 2016 et la tendance continue actuellement. Une dernière chiffre, c'est, pensons au futur de notre économie. D'ici 2035, le ratio travailleurs-retraités sera 2:1. Donc, en voyant ces statistiques, à quoi est-ce que vous êtes en train de penser? Donc, écrivez-le dans le chat. Moi, je me pose toujours la question, quelle est notre part de responsabilité en tant qu'entreprise, en tant que professionnel RH,
dans la création de ce qu'on appelle le pénurie de main-d'œuvre. Donc, voilà pourquoi il est vraiment prioritaire pour nous de commencer à examiner la façon dont nous définissons le talent. Donc, dans notre vie de tous les jours, surtout si vous êtes professionnel RH, on parle souvent du talent, mais c'est quoi la définition du talent? Je pense que par définition, si on regarde dans le dictionnaire, on va voir que le talent, c'est une aptitude, une compétence. Mais quand je regarde ces statistiques-là, il faut qu'on se rappelle que le talent n'a pas de genre, pas de sexe, pas de race, pas d'ethnie. On ne peut pas définir le talent en fonction de l'apparence d'une personne ou en fonction de ce on est habitué de définir comme le candidat idéal. Donc, je pense que vous pensez probablement, oui, je suis professionnel RH, je le sais, mais comment on peut être sûr et certain que nos biais inconscients n'ont pas défini le talent, même d'une manière qui va à l'encontre de nos propres valeurs et à l'encontre de ce qu'on pense être la bonne chose pour l'entreprise. Donc, des fois, les biais inconscients redéfinissent le talent, même si nous, on n'est pas d'accord avec cette définition. Et je vais même vous montrer quelques autres statistiques vraiment dans notre domaine des ressources humaines. Oui, absolument, les responsabilités sociales, Isabelle, je suis très d'accord avec toi. Alors, dans le domaine des RH, quelque chose qui m'a vraiment choquée, je vais être honnête avec vous, il y avait une étude qui a été faite par Paul Ehid en 2012 sur les inégalités ethno-raciales dans l'accès à l'emploi à Montréal. Et cette étude a démontré, en fait, que le taux net de discrimination dans le domaine des ressources humaines était parmi les plus élevés. Et ça, c'est le taux de 40 %. C'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut faire plus concrètement? Parce que j'aimerais parler des solutions aussi. Je dirais, une des premières choses, c'est de commencer à regarder autour de nous. Donc, quand vous regardez votre équipe RH, quelle est la composition de votre équipe? Est-ce que c'est une équipe qui est assez diversifiée? Parce que, encore une fois, les études vont nous montrer qu'on remarque 41 % d'augmentation dans l'embauche des candidats diversifiés grâce au panel d'entrevues diversifiées. Donc, si vous êtes capable d'avoir vraiment plusieurs personnes, différents parcours impliqués dans votre processus de sélection, ça peut vous aider à attirer et retenir la diversité. Mais encore plus intéressant, il y a une augmentation de 118 % dans l'embauche de candidats diversifiés si on a les femmes et les personnes racisées comme responsables du recrutement. Donc, je dirais la première chose à quoi vous pouvez penser, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant pour changer ces statistiques et attirer plus de talents. Donc, bien sûr, je ne vous montre pas ces chiffres pour vous faire peur, même si je vois différentes réactions dans les commentaires. C'est vraiment pour, en fait, nous montrer qu'il est urgent d'agir, il est urgent d'aller plus loin qu'une simple déclaration de diversité et inclusion. Il faut s'assurer que la diversité et inclusion soit intégrée à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça commence par l'exécution d'un plan avec des étapes très précises. Donc, c'est ici que j'aimerais vous parler un peu de cas de Randstad, comment nous, on a intégré la diversité et inclusion à peu près partout dans l'entreprise et c'est quoi les paliers stratégiques de diversité et inclusion que nous avons en organisation. Parfait. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans la fonction questions-réponses et je vais y revenir plus tard. Alors, je dirais, la petite mise en garde, ce que je pense c'est quand même très important à comprendre, c'est que la diversité et l'inclusion ne peut pas être limitée à la fonction des ressources humaines et on ne peut pas dire qu'on a une stratégie de diversité et inclusion si on a tout simplement un comité de diversité et inclusion et ça arrête là. Il faut vraiment que ce soit intégré dans plusieurs piliers dans l'entreprise.
Alors, dans notre cas, le premier pilier, je dirais, c'est un pilier qui est axé sur les employés. Donc, oui, c'est le comité diversité et inclusion. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas un comité qui est dirigé par les ressources humaines dans notre cas. C'est un comité qui est dirigé et mené par les employés. Dans le cas de Randstad, c'est des employés vraiment partout au Canada. Donc, ça nous permet de voir les différences régionales, les particularités de différentes régions aussi. Et ça inclut aussi le fait qu'on a 6 groupes ressources d'employés, 6 pour l'instant. Donc, c'est immigrants, réfugiés, LGBTQ2+, alliés des peuples autochtones, santé mentale et handicap, femmes et Latinx. Donc, la mission, en fait, de ce comité et de ces groupes, ce n'est pas tout simplement d'éduquer, même si c'est une fonction extrêmement importante, mais ils ont aussi une mission stratégique pour l'organisation. Et ça, c'est identifier les pratiques inclusives. Donc, ils vont nous conseiller sur les meilleures pratiques pour leurs différents groupes et ils vont nous aider aussi avec les stratégies d'attraction, rétention de talents. Entre autres, ils vont nous aider avec les opportunités d'implication et d'engagement des employés parce que tous ces groupes-là sont en contact avec plusieurs communautés. Donc, ils vont promouvoir les opportunités des bénévolats, nous parler des opportunités d'implication sociétale, en plus d'éduquer sur les meilleures pratiques en entreprise. Le deuxième pilier, c'est le pilier communautaire. Donc, ça, c'est tout ce qui touche à responsabilité sociétale de l'entreprise. Cette fonction-là va appuyer toutes les missions que je viens de nommer, mais ils vont aussi avoir des partenariats stratégiques avec différents organismes communautaires, avec différentes communautés sur le terrain pour nous montrer où est-ce qu'on peut investir en tant qu'entreprise pour aider. Tous nos employés ont une journée de bénévolat où ils peuvent s'impliquer aussi. Donc, une des opportunités de laquelle je peux parler, c'est par exemple le mentorat des immigrants et des réfugiés ou des jeunes professionnels dans les pays d'Afrique. On a aussi actuellement un programme de développement de carrière pour les immigrants à l'interne. Et c'est vraiment un de nos partenariats externes qui nous aide à mettre en place ce programme. Donc, c'est vraiment un pilier qui est axé sur redonner à la communauté. Et finalement, on a aussi un pilier qui est axé sur l'entreprise. Donc là, ça, c'est mon équipe de consultation de diversité et inclusion. Bien sûr, on va conseiller notre entreprise Randstad Canada, mais notre mission, c'est aussi d'essayer les autres entreprises externes à mettre en place leur stratégie de diversité et inclusion, établir leur marque employeur, créer des stratégies d'attraction de la diversité. Donc, vous voyez, c'est vraiment les 3 piliers qui ont un focus 360, si vous voulez. Donc, vraiment, à l'interne, les employés, en même temps, redonner à la communauté et apprendre des communautés, puis un pilier qui est axé à l'externe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer les autres organisations et nous transformer aussi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Et vous les voyez déjà, c'est les ressources humaines et le leadership. Oui, je ne les ai pas mis dans cette graphique-là. Ça, c'est pour vous montrer que les ressources humaines et leadership sont primordiales à chaque étape de processus, mais ils ne sont pas les seuls à mettre en place ces stratégies-là. Ils sont là pour appuyer la mise en place des stratégies de diversité et inclusion, pour assurer l'inclusion des employés, mais ils ne sont pas les seuls à agir. Ils sont là en collaboration avec tous ces piliers stratégiques. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris ce volet-là parce que j'aimerais vous montrer quelque chose un peu plus concret. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait pour mettre en place une stratégie de diversité et inclusion? Par où est-ce qu'on commence? C'est là, en fait, que notre équipe de diversité et inclusion entre en jeu parce que de la même façon qu'on va travailler avec les entreprises à l'externe, on va travailler avec notre organisation. Ça veut dire qu'on part vraiment du principe
qu'il n'y a aucune organisation qui a les mêmes besoins en diversité et inclusion, qui a les mêmes lacunes, les mêmes défis. Chaque entreprise, même chaque équipe au sein d'une même organisation est unique. Donc, c'est important d'analyser vraiment les défis de cette équipe, de cette région en particulier. Donc, la première chose qu'on va faire normalement, c'est identifier le point de départ, bien évidemment. Donc, c'est là que la collecte de données est un point de départ très important. Donc, bien sûr, ça dépend c'est quoi les outils que vous avez en place dans votre organisation, mais peu importe, c'est quand même très important, comme j'ai dit, de regarder autour de vous puis regarder à quoi ressemble votre équipe. Donc, vraiment faire un petit recensement sur la représentation, si vous voulez. Parce que la deuxième étape va être de vous référer au marché. Donc, à cette étape-là, vous allez regarder, OK, parfait, dans mon industrie, dans mon domaine, dans cette ville, dans cette région, quelle est la représentation des femmes, des personnes en situation de handicap, des peuples autochtones? C'est quoi les différentes communautés culturelles que nous avons dans cette ville-là? Et idéalement, vous le regarderez dans votre domaine. Donc, si par exemple, je prends un domaine de technologie, bien, je vais aussi regarder la représentation des femmes en technologie à Montréal, si j'ai accès à ces données-là, pour vraiment comparer mon point de départ avec ce que je vois dans l'industrie. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est vraiment ces deux étapes-là qui vont nous permettre d'identifier les premières lacunes en matière de diversité, en matière de représentation. Et c'est à partir de ça que vous pouvez commencer à établir vos objectifs. Donc, chez Randstad, ce qu'on a fait, on a développé un guide qui s'appelle « Recruter selon la diversité du marché ». Et là, on a vraiment ciblé toutes les statistiques par région au Canada. Donc, à chaque fois qu'on travaille, par exemple, sur une stratégie de recrutement, on va regarder, OK, dans cette région, c'est quoi la représentation et qu'est-ce qui pourrait être réaliste avec la période dans laquelle on travaille, qu'est-ce qu'on peut viser comme objectif réaliste pour être représentatif de notre marché. Et à partir de ces objectifs, à partir de ces lacunes, on va pouvoir créer une stratégie ciblée pour des rôles spécifiques. Donc, par exemple, vous avez ciblé que votre problématique, vous avez vraiment un manque de personnes en situation de handicap et les personnes autochtones. Et dans votre région, il y a quand même une représentation importante de ces personnes-là. Donc, c'est tout à fait réaliste de les attirer. Il faut que votre stratégie de recrutement soit ciblée. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça peut être des méthodes de sourcing ciblées. Donc, vous allez établir des partenariats avec des organismes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, avec les centres d'amitié autochtones, par exemple. Vous pouvez aussi assister au salon d'emploi qui cible cette diversité-là. Vous pouvez aller regarder les collèges et universités qui ont une démographie qui est diversifiée. Pour ceux qui font du sourcing, je conseille fortement d'utiliser les mots qui ciblent la diversité. Donc, quand vous faites du sourcing sur LinkedIn ou sur Facebook, par exemple, vous pouvez utiliser les mots comme handicap ou autochtone pour trouver les personnes qui s'identifient comme membres de ces communautés-là. Donc, ça va vous permettre vraiment d'être très ciblé dans vos recherches. Et bien sûr, n'oubliez pas de tirer parti des médias sociaux et de la communauté. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui utilise des fois Facebook pour les posts dans les domaines professionnels, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a énormément de communautés diversifiées qu'on peut cibler sur Facebook. Et Meetup aussi, j'ai découvert que sur Meetup, il y a beaucoup de rencontres entre professionnels qui ciblent des groupes diversifiés. Donc, par exemple, femmes en technologie ou personnes racisées en technologie. Donc, ça va vous permettre vraiment d'entrer en contact avec vos candidats potentiels et combler les lacunes de représentation que vous avez ciblées. Donc, ça, c'est en ce qui concerne vraiment votre stratégie de sourcing, stratégie de recrutement.
mais il faut aussi réviser vos pratiques actuelles. Donc, je dirais, une des étapes de base, c'est vraiment regarder vos affichages et vos guides d'entrevue. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous avez une neutralité de langage dans votre affichage. Comme j'ai dit, il faut s'assurer qu'on n'a pas trop de compétences requises non plus. Donc, vraiment, s'assurer que vous n'avez pas des billets inconscients. Je vous ai déjà parlé, les femmes ont tendance à postuler aux emplois pour lesquels ils satisfont à 100% des exigences. Si on ne prend pas ça en compte, on peut perpétuer les billets inconscients juste par la manière qu'on formule notre affichage de poste. Et finalement, la formation est quand même importante, mais il faut aussi que votre formation soit ciblée également. Donc, par exemple, dans notre cas, on a des e-learning pour tous les employés de l'organisation sur les affichages de postes, sur la reconnaissance des billets inconscients dans leur vie de tous les jours, mais on a aussi des ateliers très ciblés pour l'équipe de recrutement. Par exemple, comment communiquer avec le peuple autochtone, les meilleures pratiques pour les salons d'emploi avec les immigrants, parce que tout ça, c'est quand même des sujets très spécifiques, mais ils vont vous aider avec votre stratégie de recrutement ciblée. Et bien sûr, on a aussi des ateliers pour gestionnaires d'embauche pour expliquer c'est quoi les meilleures pratiques en matière de diversité et inclusion pendant l'entrevue, dans la présélection, dans l'intégration d'un employé. Donc, la formation prépare en fait à éliminer ces billets inconscients. Et finalement, après tout ça, bien sûr, il faut passer en revue votre processus de recrutement et les pratiques en place. Des fois, ce que notre équipe va faire, on va même faire de shadowing des entrevues. Donc, si par exemple, une équipe est en train je ne sais pas, d'embaucher pour combler certaines lacunes de diversité, on va être présente à leur entrevue, on va noter les billets inconscients potentiels qu'on remarque et on va coacher les gestionnaires pour améliorer leur processus. Donc, vous pouvez faire la même chose, c'est quand même une étape très importante. Comme j'ai dit, des fois, les billets inconscients, on ne les reconnaît même pas parce que notre intention est bonne, donc ça prend quand même une certaine diversité de points de vue pour pouvoir repérer ces billets dans votre processus. Donc, je vais regarder dans les commentaires. OK, tout est beau. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la question-réponse. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de vous montrer comment on a appliqué cette méthodologie pour un cas très concret. Donc, on a plusieurs départements, plusieurs divisions chez Randstad. Une de nos équipes, c'est Randstad Solutions TI. Donc, c'est des consultants dans les postes très technologiques en TI qui vont aller travailler chez différents clients en consultation dans le domaine TI. Donc, c'est sûr que c'est un domaine où il y a une pénurie de main-d'œuvre et justement, la situation de départ de notre client à l'interne, c'était le fait qu'il fallait pourvoir 33 postes très techniques en 4 mois. Donc, c'était tout un défi. Et un défi supplémentaire de ça, c'est qu'on cherchait un talent qui était bilingue, diversifié, et tout ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Super. Donc, le point de départ, on avait 25% des femmes dans ces postes-là. Dans les postes hautement techniques, il y en avait 13%. 0 femmes en leadership, 33% des personnes racisées et 0% des personnes racisées en leadership et 0% des peuples autochtones. Donc, un beau point de départ, comme vous voyez, en 4 mois, il fallait atteindre des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué exactement la méthodologie que je viens de vous montrer. Alors, la première étape, c'était de créer un plan stratégique, une révision holistique, si vous voulez. Donc, on a vraiment regardé notre point de départ. Ensuite, on s'est comparé au marché. OK, dans la région dans laquelle on comblait les postes, c'était Montréal, si je ne me trompe pas. Donc, à Montréal, quelle est la représentation des femmes en technologie? C'est quoi le pourcentage des personnes autochtones à Montréal? C'est quoi le pourcentage des personnes racisées à Montréal?
Donc, on regardait vraiment qu'est-ce qu'il y a actuellement sur le marché et ça nous a aidé de fixer les objectifs réalistes pour 4 mois, mais aussi pour long terme. Et ensuite, vu que, comme vous voyez ici, les grandes lacunes, c'est les femmes, c'est personnes en situation de handicap, autochtones, personnes racisées. Donc, on a utilisé ça, si vous voulez, comme nos mots-clés en faisant notre stratégie de recrutement. Donc, on a révisé complètement nos affichages de postes pour les rendre plus attirants et plus inclusifs de ces communautés-là. Et comme j'ai dit, on a ajouté aussi tous ces mots-clés dans notre pratique de sourcing. Et bien sûr, il fallait aussi former les gestionnaires sur les différentes réalités de ces groupes-là parce qu'il y a différents types de billets qui peuvent entrer dans le processus d'entrevue, de recrutement. Donc, il fallait les former sur ça aussi. Donc, la deuxième étape, c'est ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la révision de processus, révision d'affichage d'emploi, mise à jour des guides d'entrevue, parce qu'encore une fois, même si on pense que nos guides d'entrevue évaluent uniquement les compétences, vous allez être surpris quand on fait une inclusion avec une lentille de biais inconscient. On va se rendre compte que finalement, certaines questions méritent d'être reformulées, encore une fois, selon les communautés qu'on essaie d'attirer. Et finalement, comme j'ai dit, la formation, c'était une étape très importante, mais encore une fois, c'est très important que cette formation soit sur mesure. On ne peut pas juste parler des sujets génériques. Selon l'équipe de recrutement, les gestionnaires d'embauche vont avoir des défis différents. Il faut aussi s'assurer que l'équipe est inclusive parce qu'on est beau d'attirer la diversité dans l'organisation, mais si notre équipe n'est pas assez ouverte, on va continuer à avoir un taux de roulement élevé de ces personnes-là. Donc, c'était aussi très important pour nous de s'assurer que tout le monde ait reçu une formation sur les biais inconscients, puis que ce soit vraiment sous forme d'atelier où les gens ont l'opportunité de parler de leurs défis avec diversité et inclusion dans un espace qui était sûr et sécuritaire. Et j'espère que vous n'allez pas être surpris, mais on a dépassé nos résultats parce que vraiment, la stratégie ciblée en diversité et inclusion, ça marche. Donc, en une période de 4 mois, on a passé de 25 à 33 % de femmes, de 13 à presque 24 % de femmes dans les postes hautement technologiques, de 0 à 25 % de femmes en leadership, de 33 à 59 % de personnes racisées, de 0 à 25 personnes racisées en leadership et de 0 à presque 4 % des personnes autochtones. Et ce n'est que le début, mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment très important d'avoir des étapes précises, d'avoir vraiment un objectif en tête quand on travaille avec la diversité et l'inclusion. Et tout ça par l'établissement de votre point de départ, par la compréhension de vos lacunes, des lacunes de votre équipe. Donc, je pense que quand on parle de la diversité et inclusion, tout le monde veut avoir la preuve. Donc, juste cette étude de cas, c'est déjà une des preuves, mais il y en a bien sûr d'autres études aussi qui ont été faites. Donc, dans notre cas, on peut absolument parler que l'attraction de talent et rétention, avec une stratégie de diversité et inclusion, il y a vraiment une différence qu'on voit. Un autre exemple que je peux vous donner, récemment, on a fait un sondage auprès de notre bassin de talent et 60 % des personnes qui ont répondu au sondage ont dit que la diversité et l'inclusion, ce n'est pas juste une bonne chose à avoir en entreprise, c'est un facteur déterminant dans leur choix d'employeur. Donc, vraiment, 60 %, c'est quand même un chiffre qui est assez élevé et il y a des personnes pour qui c'est déterminant, 60 %. Il y a aussi l'étude Deloitte qui a montré que vous pouvez voir votre taux d'absentéisme diminuer de 41 % si vous avez une stratégie de diversité et inclusion ciblée. Je peux aussi parler de l'expansion de marché si vous augmentez votre représentation.
Donc, au début, j'ai dit que presque 24% de la population canadienne est née à l'étranger. Alors, si on est représentatif de communautés avec qui on travaille, bien sûr, on va mieux comprendre nos clients. Bien sûr, on va attirer plus de talents, mais il faut être représentatif pour ça. L'innovation et performance de groupe. Donc, je pense qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que notre innovation et performance de groupe augmentent. Mais si vous voulez vraiment des preuves, je vous ai montré au début, si on a un comité de diversité, si on a un panel de sélection diversifié, on augmente l'embauche des personnes diversifiées de 118%. Et encore une fois, il y a aussi des études qui ont démontré que ça a un impact sur la rentabilité et performance financière de l'entreprise, ce qui n'est pas étonnant parce que si on a un impact sur l'innovation, performance, l'engagement des employés, c'est sûr que ça va avoir influence sur la partie financière. Donc, j'aimerais finir, encore une fois, pour répéter ce que j'ai dit tantôt, mais je pense que c'est important. Même si je présentais notre méthodologie, notre étude de cas, aucune organisation n'a les mêmes besoins en matière de diversité, équité, inclusion. Notre équipe croit vraiment que ce qui est très important, c'est d'être ouverte, honnête, transparent envers équité, diversité, inclusion. Surtout, n'hésitez pas d'avoir des conversations inconfortables avec votre organisation parce que c'est vraiment cet inconfort qui entraîne une plus grande prise de conscience et, par extension, un changement. D'ailleurs, quand on fait nos ateliers à l'interne, on essaie d'aborder les questions inconfortables. On n'enregistre pas ces discussions-là, puis on essaie vraiment de comprendre c'est quoi les défis de nos gestionnaires, c'est quoi les défis de nos équipes, parce que c'est vraiment cet inconfort qui permet aux gens de s'ouvrir et de prendre des véritables actions. Donc, c'est ça pour les exemples que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, on a quand même encore une vingtaine de minutes. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté ou sur la diversité et inclusion en général, si vous êtes une des personnes pour qui les questions viennent plus tard, il n'y a pas de problème. Ajoutez-moi sur LinkedIn ou je vous laisse aussi le courriel de mon équipe si vous voulez discuter davantage sur ce que j'ai présenté aujourd'hui. J'aime beaucoup les commentaires que je vois. Il y a vraiment des propositions très concrètes. Je vais même noter ce que vous me proposez actuellement dans le chat et si quelqu'un est intéressé peut-être d'avoir une copie de chat, faites-moi signe aussi parce que je pense que les propositions sont très importantes aussi. Oui, donc une question intéressante. Donc, image de marque. Est-ce que notre image de marque attire les talents issus de la diversité? N'ayant pas de programme de diversité et inclusion, nos actions ne sont pas nécessairement tournées vers cette inclusion. Absolument, Fanny, c'est un commentaire qui est très important, d'où en fait, comme je dis, l'importance d'avoir une stratégie parce que si on se limite à avoir tout simplement une note qui dit on est un employeur ouvert et même si vous ajoutez peut-être les photos de la diversité sur votre site web, c'est absolument une très bonne étape, je pense, pour l'attraction de talent, mais les pratiques, c'est ça ce qui va faire vraiment une différence. Et j'ai beaucoup parlé du fait d'une stratégie ciblée, même pour différentes catégories de diversité, la stratégie peut varier absolument parce que si je prends les personnes en situation de handicap, ce n'est pas assez d'ajouter dans nos affichages de postes qu'on est ouvert à ce genre de diversité. Est-ce que votre entreprise est véritablement accessible? Est-ce que vous consultez les personnes en situation de handicap pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, ça, c'est aussi une étape qui est très importante, de parler à des communautés, de poser les questions par rapport à leurs besoins.
D'où, je pense, l'importance d'avoir des groupes ressources d'employés qui peuvent vous mettre en contact et qui peuvent répondre à vos questions. Il y a beaucoup de personnes dans nos groupes ressources d'employés qui vont nous diriger vers les partenaires communautaires ou qui vont nous aider, en fait, à rédiger les guides des meilleures pratiques, les guides d'accueil des employés diversifiés. Donc, c'est important, cette partie consultative aussi. Donc, Isabelle dit, en processus inclusif qui miserait sur le potentiel d'une personne, dans les annonces et recrutements, on a plus l'impression que l'on peut postuler que si on répond aux critères énoncés, il y a moins d'ouverture sur les informations possibles pour que la personne ajuste ses compétences. Isabelle, absolument. Puis la statistique que je vous ai montrée pour les femmes qui ont tendance à postuler à 100%, juste s'ils satisfont à 100% des exigences. Il y a aussi des statistiques que je n'ai pas présentées aujourd'hui qui montrent que les employeurs ont tendance d'embaucher les hommes pour leur potentiel, mais les femmes pour leur accomplissement. Donc, c'est aussi très important de travailler sur les biais inconscients à ce niveau-là. Puis, le point d'Isabelle est super important aussi parce que encore une fois, si je prends le cas des personnes en situation de handicap ou le cas des peuples autochtones, ou si je prends les femmes en technologie, juste si on regarde les statistiques, le niveau d'éducation de certaines communautés est un peu plus bas des fois à cause des barrières systémiques que la société a mises en place. Donc, si vous voulez ajouter plus de diversité de ces communautés, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire en tant qu'employeur pour leur fournir ces ressources? Est-ce que vous avez les programmes d'éducation, par exemple? Est-ce que vous êtes prêt à offrir la formation ou de mentorat? Vous êtes prêt vraiment à embaucher pour le potentiel de la personne et le former, comme propose Isabelle. Donc, je pense que c'est un point qui est très important. Comment favoriser le dialogue sur les différences invisibles? Donc, une très bonne question. Je dirais, c'est sûr que la première chose, ce serait, si c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau pour votre organisation, commencer par la formation. Quelque chose qui va au moins donner cette information aux gens pour montrer c'est quoi, pour donner la définition en fait des différences invisibles, de handicap invisible. Quelque chose qu'on a fait chez Randstad que je trouve absolument génial, notre comité de diversité et inclusion, chaque quart, je dirais, chaque quart de l'année, on fait ce qu'on appelle conversation, diversité et inclusion et chaque conversation a un sujet différent. Donc, ça peut être un handicap, ça peut être expérience immigrant-réfugié, ça peut être expérience LGBTQ de plus. Et à chaque fois, on va sonder les employés qui veulent raconter leur expérience. Et à chaque fois, on a quand même un groupe d'employés qui se portent volontaires et ils vont parler à toute l'organisation de qu'est-ce que ça veut dire être immigrant ou immigrante au Québec. Ils vont parler de leur expérience personnelle. Je pense que ce qui est important à préciser ici, bien sûr, on ne peut pas généraliser. Mon expérience ne va jamais être la même expérience que quelqu'un d'autre, même si je suis une femme puis quelqu'un d'autre est une femme, notre expérience est très différente. Mais juste entendre parler de l'expérience vécue de quelqu'un, ça réveille quelque chose en nous, puis ça nous montre les différentes réalités d'être une personne avec un handicap invisible, par exemple. Donc, je dirais, assurez-vous de créer, premièrement, une ambiance dans votre entreprise où les gens se sentent en sécurité. Et ensuite, vous pouvez peut-être mettre en place des conversations comme ça aussi. Peut-être vous avez trouvé un groupe de gens qui sont ouverts à parler de leur expérience parce que je pense qu'il n'y a rien qui n'éduque plus que l'expérience vécue par une personne. J'espère que ça répond à votre question. Il n'y a pas que donc, un autre commentaire d'Isabelle, il n'y a pas que les billets des employeurs, mais aussi les billets sociaux, absolument, imprégnés dans certaines catégories d'employés.
Comment donner confiance à une population pour postuler à des postes auxquels elle n'a pas l'habitude de postuler, mais aurait pourtant les compétences de le faire? C'est une excellente question. Et je dirais que malheureusement, cette stigmatisation et les billets vont ensemble. Les personnes qui ont été historiquement exclues par les employeurs, par la société, ils peuvent effectivement ne pas postuler par les emplois à cause des expériences négatives qu'ils ont vécues par le passé. C'est un fait, mais d'où l'importance, Isabelle, ce que j'ai parlé de stratégie de sourcing qui est plus ouvert sur le monde et moins passif. Donc, des fois, on a tendance de penser que l'affichage, ça va tout changer. Bien sûr, si vous ajoutez, par exemple, on est un employeur qui est ouvert aux immigrants, personnes en situation de handicap, femmes, peuples autochtones, oui, ça va faire une différence parce que la personne va se reconnaître dans votre affichage de poste. Donc, juste ajouter ce mot, ça va faire une différence. Mais ce n'est pas tout. Je pense que c'est aussi très important d'être proactif dans la manière qu'on attire le talent. Donc, l'exemple que je donnais, regardez les groupes Meetup. Regardez les organismes communautaires. Donc, par exemple, organismes d'aide aux nouveaux arrivants à Montréal. Allez dans ces organismes-là, établissez les partenariats, présentez votre organisation. Comme ça, vous allez être devant les personnes qui pourraient potentiellement postuler. Allez dans les Meetup ou vraiment spécialisés, axés sur cette diversité. Et ça va faire de vous un employeur de choix qui est là pour rencontrer cette diversité. Vous n'êtes pas tout simplement en train de mettre un affichage puis attendre à ce que les gens postulent. Donc, je pense que ça va un peu des deux côtés. OK, donc j'ai quelques autres questions. Donc, selon toi, autre que le pourcentage d'employés issus de la diversité, y a-t-il d'autres KPI, donc les chiffres des objectifs mesurables que nous pourrions suivre à l'interne pour valider l'amélioration des pratiques en matière de diversité et inclusion? Excellente question. Tout dépend de vos objectifs et des défis de l'organisation. C'est sûr que tout ce qui touche au pourcentage d'employés issus de la diversité, ça, je dirais, c'est un KPI de base qui nous permet de mesurer la représentation dans l'entreprise. Mais c'est vraiment le côté diversité et représentation. Il ne suffit pas de tout simplement avoir un chiffre de diversité parce qu'on peut avoir un taux de roulement très élevé. Donc, je pense qu'ici, c'est très important de mesurer aussi le taux de roulement dans différents groupes de diversité pour voir est-ce que vous avez réellement de l'inclusion. Donc, c'est très important de voir est-ce qu'on est capable de retenir les employés diversifiés qu'on a réussi à attirer. Donc, je pense que c'est très important. Puis, quelque chose qu'on fait aussi chez Randstad, on a un sondage qui s'appelle Peakon. Donc, régulièrement, chaque 2 semaines, on va aussi sonder l'engagement des employés. Le côté, ça touche même à la santé mentale. Est-ce qu'ils sont satisfaits avec leur développement professionnel? Est-ce qu'ils peuvent avoir des conversations ouvertes avec leur gestionnaire? Donc, tout ça, côté engagement, il y a beaucoup de KPI qui entrent dans le facette engagement, mais je pense que c'est important de le mesurer aussi. Et idéalement, si vous êtes capable aussi de trier ces réponses d'une façon anonyme, bien sûr, mais par représentation des employés. Si vous êtes capable de voir, OK, l'année passée, nous avons réussi d'embaucher 100 personnes racisées. Donc, c'est un grand résultat pour mon organisation. Mais de ces personnes-là, combien sont réellement engagées? Combien peuvent avoir une conversation ouverte par rapport à leur carrière, par rapport à leur salaire avec leur gestionnaire? Et combien de ces personnes-là vont rester dans l'organisation? Donc, je dirais que pourcentage d'employés issus de diversité, c'est vraiment un point de départ pour la représentation, mais il faut suivre la partie inclusion par la suite aussi.
Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question, donc en termes de gouvernance, comment ça fonctionne entre le comité diversité et inclusion, la haute direction et l'équipe consultation diversité et inclusion? Super bonne, c'est une très bonne question. Donc, la manière que je l'ai présentée, effectivement, ça a l'air peut-être un peu comme des équipes à part. Je comprends pourquoi, parce que même si notre mission est différente, ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes personnes, même si je peux vous dire que les gens qui sont passionnés par la diversité et l'inclusion, ils ont tendance à s'impliquer dans tout. Mais oui, en fait, il y a bien sûr la haute direction qui est au courant de tout ce qui se passe dans ces trois piliers-là. Ils sont vraiment activement impliqués. Il y a toujours des personnes qui vont rapporter à la haute direction qu'est-ce qui se passe, mais peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné, on a aussi un comité exécutif de diversité et inclusion, si vous voulez. Donc, il y a des gens qui font partie de la haute direction qui font partie aussi d'un comité exécutif de diversité et inclusion. Donc, il y a quelqu'un de notre comité diversité et inclusion, de l'équipe de consultants qui font également partie du comité exécutif et qui vont présenter les projets que nous avons faits et qui vont avoir aussi cette conversation avec la haute direction par rapport à l'alignement de l'entreprise. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que j'ai répété énormément, il faut que la diversité et l'inclusion soit intégrée dans tous les piliers de l'entreprise. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des initiatives diversité et inclusion qui sont séparées et qui ne sont pas alignées avec la mission de l'entreprise et les objectifs. C'est sûr que des fois, il faut que les deux parties se convainquent, mais c'est important d'avoir ces plateformes où on peut avoir ces discussions. Parfait. Donc, d'autres questions? Est-ce que ce serait possible de ne pas faire de recherche pour un poste, mais pour un profil? L'annonce miserait sur les qualités recherchées et non sur un poste à remplir. C'est très intéressant comme proposition, Isabelle, mais il faut qu'on se parle plus parce que ça dépend en fait, c'est quoi votre objectif avec tout ça? Parce que je dirais, les compétences, oui, mais malheureusement, quand on parle des qualités, on risque de parler des compétences soft, comme on dit en anglais, les soft skills, compétences interpersonnelles. Et c'est là que ça peut être un peu difficile parce que les entreprises ont souvent, ils parlent souvent de fit culturel. Donc, on a une certaine culture dans l'entreprise, on a une certaine ambiance. Donc, on a tendance à chercher un peu le fit. Donc, si vous êtes capable de mettre les compétences très objectives, il n'y a pas de problème. Mais si on parle de qualité interpersonnelle, c'est là où les billets peuvent entrer parce que selon les différentes cultures, même la manière qu'on va répondre à l'entrevue, la manière qu'on se comporte, la manière qu'on exprime nos besoins de carrière sont très différentes. Donc, ils peuvent être interprétés différemment et ça risque de créer ce fit-là. Tandis que nous, par exemple, chez Randstad, on travaille très, très fort pour ne pas parler de fit, mais parler de valeur, en fait. Qu'est-ce que cette différence peut nous apporter comme valeur? Parce que l'objectif, ce n'est pas que la personne conforme à la culture de votre entreprise, mais qu'elle apporte quelque chose de nouveau, qu'elle apporte une certaine valeur à l'entreprise. Donc, je dirais, tout dépend, en fait, c'est quoi les qualités, les compétences que vous allez mettre dans vos affichages et avec quel objectif. Donc, Stéphanie dit, je mesurais aussi si les groupes de diversité conseilleraient à d'autres gens de leur groupe à postuler dans ton entreprise. Absolument. C'est un KPI que vous pouvez appeler référencement. C'est quelque chose qu'on essaie de mesurer aussi. Chez Randstad, on travaille avec énormément de partenaires communautaires dans différentes régions. Donc, par exemple, si je reviens à mon exemple de solution TI,
quand on a ciblé différents partenariats communautaires, on les a demandé de vraiment suivre combien de référencements on a reçu de ces partenaires communautaires et combien de référencements on a reçu des groupes ressources d'employés. En fait, c'est un très bon point parce que pour ceux qui ne sont peut-être pas assez avancés en diversité et inclusion, vous pouvez utiliser ces données comme votre business case pour la haute direction pour dire, regardez les efforts que notre comité de diversité et inclusion met attire énormément de talents. Donc, peut-être nous devons penser à une stratégie un peu plus ciblée parce que ça va amener plus de résultats que ce qu'on voit déjà. Très bon point. Comment avez-vous fait pour augmenter la représentativité des Autochtones à l'interne dans votre étude de cas? Participation à des efforts d'emploi spécifiques. Merci pour votre question, Cynthia. On a encore du chemin à parcourir. Je vais être très honnête. On travaille beaucoup sur la réconciliation, sur les relations avec les peuples autochtones. Je ne suis pas experte là-dedans, donc il faut vraiment que ce soit une personne autochtone pour vous parler des relations avec les peuples autochtones. Mais dans notre cas, ce que je peux dire, c'est, encore une fois, c'est très important d'aller sur le terrain. Donc, on est beau de mettre dans notre affichage qu'on est un employeur inclusif et on a une politique très progressiste en termes de diversité et inclusion. Mais dans notre cas, on travaille vraiment avec des partenaires. Donc, on va vraiment entrer en contact avec les organismes qui travaillent avec les peuples autochtones. On va apprendre sur les besoins de leur communauté, les types d'opportunités qu'ils recherchent. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a aussi, entre autres, découvert, c'est qu'on ne peut pas mettre énormément de compétences. On ne peut pas exiger des études de maîtrise dans plusieurs cas parce que, comme j'ai dit, à cause des barrières systémiques, des fois, ces personnes-là n'ont pas eu accès à ces études-là. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a créé un programme de stage chez Solutions TI pour les personnes autochtones. Donc, l'idée de ce stage-là, c'est vraiment aussi de former la personne à la profession, au poste qu'on veut combler. Et par la suite, la personne va être suivie par un mentor. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose que vous devez garder en tête, c'est que des fois, vous ne pouvez pas nécessairement combler tous vos postes avec certains groupes de diversité, mais vous devez donner des opportunités comme des stages, programmes de formation pour investir dans la future génération des talents, si vous voulez. Donc, je pense que... Oh non, j'ai encore... Oui, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Puis, wow, on était dans le temps. Je suis fière de moi. Merci beaucoup pour vos questions.